Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News, ravi de vous retrouver ce soir. Il a le rythme and the blues dans la peau, elle chante depuis qu'elle parle, à Bourges, son Little et Raphaël Lanadière, et ils ont souhaité enregistrer un duo ensemble inédit. Aaron Livingston dit son Little pour la musique, dresse à lui seul un panorama de la musique américaine. Fils d'un pasteur, il se transforme lui aussi en prêcheur sur scène, et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance car le trentenaire a plutôt un genre timide. Rencontre inédite en musique au printemps de Bourges 2016. Regardez. Baby, won't you lay down and watch this water boil? Let the others run around. For once, baby, won't you lay down and watch this water boil? Let the others run around. Just this once. Lay down with me a moment. Let me ease your world mind. Lay down and drift a moment. Let's not waste any more of a precious time. Baby, won't you lay Down and watch this water boil. Let the others run around. For once, baby, won't you lay down and watch this water boil? Let the others run around. Just this once. Let your hair down and pull the curtain. Let me see you in the light. Just lay down, your words are worthless, yeah. Let me hold you through the night. Say, Baby, won't you lay down and watch this water boil? Let the others run around. for once, Baby, won't you lay down and watch this water boil? Let the others run around. Just this once. So baby, won't you lay down and watch this water boil? Let the others run around. Just this once. Baby, won't you lay down and watch this water boil? Let the others run around for once. « 276 lycéennes étaient enlevées il y a tout juste 2 ans. C'était un 14 avril 2014, en pleine nuit à Chibok, dans le nord-est du Nigeria.
le rapt revendiqué par le groupe terroriste Boko Haram affilié à l'État islamique de l'organisation depuis mars 2015 ont suscité une vive indignation. Mais malgré la mobilisation internationale et la mise en place d'une force militaire régionale, plus de 200 lycéennes de Chibok manquent toujours à l'appel. Certaines ont été utilisées comme kamikazes dans des attentats au Nigeria et dans d'autres pays voisins. Aujourd'hui, où en est la lutte contre Boko Haram, ce site où revendiquait beaucoup de terrorisme? Quelle est sa stratégie depuis son alliance à l'État islamique? Comment le pays va en ce moment, à l'heure où on se parle? L'analyse de notre journaliste Cédric. Il y a 2 ans, jour pour jour, 276 lycéennes étaient enlevées en pleine nuit à Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Le rapt avait suscité une vague d'indignation mondiale. Mais malgré cet émoi médiatique, malgré l'intervention des forces régionales, Boko Haram continue de sévir et utilise désormais les enfants comme chair à canon. Seydi Kaba, comment expliquer que 2 ans après leur enlèvement, 219 lycéennes sont toujours introuvables? Justement, c'est ça qui est le plus curieux. En dépit des moyens immenses qui ont été engagés dans la recherche de ces filles, je pense notamment aux États-Unis qui ont envoyé des drones de surveillance, à la France qui a fourni des agents de renseignement, à la Grande-Bretagne et à l'ensemble de la communauté sous-régionale qui s'est mobilisée pour cela. On n'a pas réussi à mettre la main sur ces filles parce qu'elles ont été rapidement dispersées par les gens de Boko Haram, puisque, comme vous savez, la stratégie du mouvement terroriste consiste à prendre ces filles-là et en faire des épouses des combattants. Chaque combattant qui arrive, qui est la nouvelle recrue, reçoit une sorte de package avec une épouse, une moto et environ 200 €, l'équivalent de 200 € en monnaie locale. Donc, ces filles-là ont été dispersées. Pour certaines, elles ont été mariées plusieurs fois. On a même pu avoir le cas d'une jeune fille qui a été enlevée et qui a eu en 3 semaines 4 maris parce que les 3 premiers maris sont décédés. Donc c'est la stratégie de la dispersion et du mariage et du remariage des filles qui fait qu'on n'est pas arrivé à leur mettre la main dessus. Certaines réussissent à s'échapper et malgré ça, quand elles reviennent dans leur famille, le calvaire n'est pas terminé. Absolument. Pour elles, il s'agit d'une double peine parce que pour avoir séjourné avec des gens de Boko Haram par la contrainte, elles sont considérées comme impures par leur propre famille. Elles sont rejetées par leur propre famille. Celles qui ont de la chance sont récupérées par des organisations caritatives qui se mettent en place. Les autres sont obligées d'aller loin de là où on connaît leur situation, où elles peuvent cacher leur situation. Et souvent, elles sont dans le vagabondage. Elles sont obligées de se livrer à la prostitution ou de se livrer au premier venu. L'UNICEF a publié un rapport récemment dans lequel il est écrit que plusieurs enfants enlevés par Boko Haram sont transformés en bombes humaines. Hein. Ils sont utilisés pour perpétrer des attentats terroristes. Que sait-on de ces enfants, mis à part que certaines, parce qu'il y a beaucoup de filles, ont été enlevées? Quel est leur profil? Justement, certains de ces enfants sont des orphelins. D'autres ont été arrachés à leur famille par les mouvements terroristes. D'autres sont en difficulté. Et ils sont récupérés par Boko Haram qui en fait, comme il a été si bien dit, des chairs à canon, qui les utilisent pour commettre des attentats, qui les exploitent. Certains sont d'anciens élèves de l'école coranique qui ne vont plus à cette école-là. Donc, ils sont récupérés. Et le plus inquiétant, c'est la progression. En 2015, dans les années précédentes, 2014-2013, on parle de 21 enfants. Nous en sommes aujourd'hui à 44, dont 75% des filles. Alors, il y a eu d'autres enlèvements, en plus de celui de Chibok. Il y a 1 an, en avril 2015, 400 femmes ont été enlevées à Damasak. Cet enlèvement est un peu passé sous silence. On a l'impression d'une indifférence générale vis-à-vis des crimes commis par Boko Haram. C'est clair que on n'a pas la même mobilisation, on n'a pas la même émotion, parce que ce qui se passe au Nigeria est un peu loin de l'épicentre du monde. On a tendance à négliger. On a vu la réaction qu'il y a eu lors des attentats de Paris, on a vu la réaction qu'il y a eu à Bruxelles, alors qu'au Nigeria, c'est quotidiennement des attentats à Kano, à Maïdougouri, à Jos, etc. Boko Haram est sorti des frontières du Nigeria, il y a de plus en plus d'attaques au Cameroun. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui est devenu la zone de repli
de Boko Haram? Il y a eu des problèmes de coordination entre le Nigeria et le Cameroun dans la lutte contre Boko Haram, mais de plus en plus, les choses s'améliorent depuis l'arrivée de Buhari, qui s'est engagé, à la différence de son prédécesseur Jonathan, dans la lutte contre Boko Haram et qui s'est engagé aussi dans la coopération avec ses voisins, parce que cette lutte contre Boko Haram, elle ne peut être gagnée que dans un cadre sous-régional, dans une mutualisation des moyens techniques humains entre les pays. Et de ce point de vue, on peut dire que les choses commencent à évoluer puisque la force multinationale est en train de se mettre en place. Et justement, pour quels résultats? Parce qu'il y a cette force-là. On sait que les États-Unis apportent aussi leur aide en termes de renseignement, de conseils. Aujourd'hui, Boko Haram perd-il du terrain ou au contraire, cette lutte est-elle inefficace? Boko Haram perd beaucoup de terrain parce qu'il n'y a pas si longtemps, Boko Haram contrôlait des villes entières, prélevait même des taxes. Il y a des parties du Nigeria où Boko Haram a quasiment installé des administrations à lui, une sorte de petit califat, de califat à petite échelle. Aujourd'hui, Boko Haram ne contrôle plus aucun territoire du Nigeria. Il s'est dissous dans la population et c'est une phase de la lutte qui est beaucoup plus difficile parce qu'elle doit reposer essentiellement sur le renseignement. Or, dans les pays africains de cette sous-région, il y a quand même encore des insuffisances dans la collecte du renseignement humain et technique. Vous parliez de califat à l'instant. Boko Haram a prêté allégeance à l'organisation État islamique en mars 2015. Qu'est-ce que ça a changé dans la stratégie du groupe terroriste? Oui, je crois qu'il y a une volonté de marketing aussi. Le fait que Boko Haram se dise affilié à l'État islamique, ça donne beaucoup plus de résonance à la fois sur le plan médiatique et sur le plan de la mobilisation aussi des moyens. Mais donc il n'y a pas de support matériel, logistique, même en termes de communication? Non, il n'y a pas véritablement d'envoi compte tenu de la sociologie. Si aujourd'hui l'État islamique mère qui est en Irak et en Syrie décide d'envoyer des coopérants, à Libye aussi, à Libye voisine, on peut facilement les remarquer compte tenu de la sociologie de la région. Mais l'allégeance n'est pas insignifiante. Ça veut dire qu'il y a chez Boko Haram une volonté aussi de s'inscrire dans la dynamique de l'État islamique, qui est celle de conquérir des territoires, c'est-à-dire d'avoir des territoires dans lesquels la charia va être imposée, dans lesquels un certain nombre de principes vont être imposés, alors qu'avant, Boko Haram visait simplement à lutter contre l'État fédéral, à lutter contre les valeurs occidentales. Là, il y a une volonté d'installer un califat en Afrique de l'Ouest, ce qui est un fait tout à fait nouveau, qui s'explique aussi par cette allégeance à l'État islamique. Merci Seydi Kaba. Retrouvez en ligne des articles consacrés à Boko Haram. À bientôt. Dans la plupart des pays développés pourvus du WC, dit papier à toilette, nous tirons la chasse d'eau et nos urines se diluent dans un ensemble pollué de rejets ménagers qu'il faut ensuite retraiter. Aujourd'hui, comme l'explique cette vidéo réalisée par Universcience du groupe News TV, des chercheurs et des ingénieurs, ainsi que notre équipe, tentent de comprendre et de développer les toilettes sèches du futur et expérimentent ce soir la valorisation de l'urine en tant qu'intrant naturel pour les plantes. Un défi scientifique pour mettre en place un cercle écologique vertueux. Regardez. Qui a poussé grâce à de l'urine humaine. Des centres de recherche très sérieux sont en train de redécouvrir cette pratique vieille comme le monde. L'utilisation de matières organiques naturelles pour fertiliser nos cultures ne se limiterait donc pas au compost, au crottin ou encore au lisier. Afrique, Chine, États-Unis ou encore Europe du Nord, l'or jaune donne la main verte et nous remet, nous les humains, au centre du cycle biologique de la nature. Nos déchets d'Excréta, ce ne sont pas des déchets, ce sont des ressources. Après, les craintes et les résistances là-dessus, c'est qu'effectivement, en France, on est un peuple que moi j'appelle fécophobe, c'est-à-dire que parler du caca et du pipi, c'est « ah non merci ». Remettre nos déchets organiques dans l'agriculture, c'est la base du cycle naturel des choses. Et pourtant, il y a très peu de recherches là-dessus. Mais rassurez-vous, on en a trouvé. Pour les présentations, direction les égouts de Paris. 60% de la population française vit en milieu urbain. C'est donc dans les méandres des canalisations souterraines qu'il faut commencer cette aventure. Ce qu'on voit juste en face, c'est un égout ovoïde, donc en forme d'œuf, qui est l'égout standard qu'on a dans Paris.
et sur lesquels sont branchées directement les eaux usées des habitations. Donc aujourd'hui, si je tire la chasse d'eau, grosso modo, l'eau elle va directement aller dans un égout de ce type avant d'être collectée plus largement dans les plus gros collecteurs. Au-delà du confort que les égouts ont apporté aux villes, ils ont un gros désavantage. Tout se mélange. La principale alternative qu'on peut imaginer, c'est de changer le modèle pour ne pas traiter une pollution d'eau usée, mais pour essayer de valoriser les ressources qui sont dedans. Dans ce cas-là, la plupart des solutions sont des solutions de séparation à la source. Et dans nos excrétas biologiques, ce qu'il faut surtout récupérer, c'est l'urine. Elle contient en effet plusieurs des nutriments essentiels aux plantes. Les matières fécales sont quant à elles peu intéressantes, et surtout, elles ne sont pas stériles. Avec notre réseau de retraitement classique, en plus de gaspiller les ressources, on rejette aussi des éléments néfastes pour les cours d'eau. En conclusion, il faudrait tout revoir de A à Z pour retrouver un cycle naturel. Si on est dans une logique de valorisation à la source, on pourrait récupérer l'intégralité de ces nutriments, ne plus avoir de rejet en rivière, mais également avoir potentiellement des procédés moins intensifs en énergie, moins émissifs en gaz à effet de serre et avoir un impact réduit à ce niveau-là de la chaîne également. Alors c'est la révolution dans les cabinets. Des cabines connectées, des LED, mais surtout plus de chasse d'eau. Pour entrer dans l'ère du tri des déchets organiques, il faut en finir avec leur raccordement au tout à l'égout. Démonstration avec Benjamin Clouet, co-inventeur avec son équipe d'ingénieurs montpelliérains de ces WC du futur. On peut faire pipi debout, assis, pour les filles, on peut faire ce qu'on veut. Les urines vont partir de manière gravitaire sur le devant et elles sont repompées dans un bidon. Et les matières fécales vont être amenées par derrière dans un autre bac à l'aide de cette pédale. Voilà. Là-dessus, on a un distributeur de papier, un distributeur de gel antibactérien pour se laver les mains à la sortie. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et on se dit qu'il y a toute une réflexion quand on sort en se disant mais en fait, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de tirer la chasse, quoi. Mais il n'y a pas d'eau. Séparation des urines, on récomposte les matières fécales. Pas mal, hein? Pour faire pousser des tomates. Cette simplicité cache tout de même quelques précautions préalables. Afin de pouvoir garantir une utilisation sûre de l'urine humaine, il faut la débarrasser de son ammoniac. Un laboratoire suisse a développé une méthode permettant de réaliser cette opération rapidement, c'est la nitrification. Mais ce produit a-t-il des chances face à ses concurrents de l'industrie phytosanitaire ? Donc ça, c'est de l'urine pure, elle est nitrifiée, donc stabilisée, et on n'a absolument aucune odeur. On ne pourrait pas deviner que c'est de l'urine, à part la couleur. Et ensuite, ici, vous avez ces mêmes urines stabilisées qui ont été concentrées. Finalement, ça fait un produit fertilisant, assez similaire à certains fertilisants qu'on peut trouver sur le marché, par sa composition en azote et en phosphore, et qui est concentré, donc qui peut se prêter plus facilement au transport. En partenariat avec un laboratoire de recherche en agriculture de Montpellier, un premier test a été mené sur une petite parcelle. Des légumes ont reçu différentes concentrations d'urine stabilisée et le résultat est là. Mais l'utilisation de cet engrais d'origine humaine est loin de rassurer et les toilettes à séparation sont encore bien rares. Pourtant, les enjeux pour l'avenir de nos filières agricoles sont bien réels. Ce que nous avons ici, c'est le phosphore des urines qui a été précipité, donc sous forme solide. Il est réutilisable en agriculture, ça s'appelle de la struvite. A contrario, aujourd'hui, on utilise en agriculture du phosphore prélevé dans des mines qui sont en quantité finie et qui en particulier ne sont pas en France, et la France importe l'intégralité de son phosphore. On annonce le pic en 2030. C'est vraiment demain, quoi. On n'est pas sur des perspectives de 50 ans de réserve encore. Il y a quelques réserves aux États-Unis et en Chine, mais le phosphate va être une vraie problématique. Là, tous les instituts agricoles se penchent dessus. Question engrais, il y a donc urgence sur le phosphate, mais en bout de course, dans le circuit des eaux usées cette fois, c'est l'azote qui pose le plus de problèmes. Quand on se positionne par rapport au changement climatique et à l'atténuation du changement climatique, parce qu'on est aussi dans cette problématique-là, le fait de réduire la quantité d'azote qu'on doit traiter sur les stations d'épuration et le fait de pouvoir recycler cet azote, ça nous permet finalement de retourner vers le monde agricole l'azote qu'on a consommé dans notre alimentation. C'est une révolution dans l'approche de l'assainissement. Et forcément, comme toute révolution,
il va nécessiter des expérimentations, du dialogue avec les usagers. Mais libre à nous de nous considérer autrement que de simples usagers et de tenter l'expérience sans attendre. Voilà 12 jours que le mouvement Nuit debout occupe la place de la République à Paris à partir de 18 h, mais la place est également fréquentée par le jour avec des participants au mouvement, mais aussi ils viennent échanger, organiser des ateliers de partage du savoir-faire et surtout apporter leurs idées concrètes en commission pour préparer à l'Assemblée Générale du mouvement. Reportage Siderabac. nos connaissances, nos avis, tous ensemble. Voilà, ce n'est absolument pas une tribune politique, pour ça il y a l'AG. Notre priorité, c'est l'abolition justement des statuts qui pourraient créer une hiérarchie qu'on peut repérer par exemple dans le système universitaire ou dans d'autres endroits. On abolit le statut. Si la personne se sent suffisamment apte à vouloir parler et débattre autour de ce sujet, parce qu'il y a un débat après qui est très important, eh bien libre à il ou elle de prendre ce temps pour parler de son sujet. N'a pas le droit d'entrer et tu me racontais que ça fait pas mal de temps que vous meniez des actions contre ces camps avec des Bulgares, avec des... Ça s'organise un peu au hasard, c'est-à-dire qu'il y a des heures de rendez-vous. Donc là, en l'occurrence, la commission climat, écologie, l'heure de rendez-vous, c'est 16 h tous les jours. Et après, vient qui veut. Après, il y a un mail. Donc si on veut plus s'impliquer, on s'inscrit au mail. Et puis après, on participe aux commissions donc, en vrai sur la place. Et il y en a aussi qui font un travail sur Internet. Par exemple, là, la commission climat, écologie veut proposer un manifeste. Qui est un boulot un peu plus compliqué et donc du coup on échange sur internet, on écrit des textes, on les corrige et on essaie de faire avancer petit à petit les choses. Tous les soirs les commissions font un peu racontent ce qu'elles ont fait dans la journée. Racontent ce qu'elles souhaitent faire dans les jours à venir ou le lendemain. Ou voilà, nous en l'occurrence par exemple dimanche on voudrait faire une journée avec des actions de sensibilisation, d'information sur l'écologie. Après c'est libre parole donc les gens répondent ou pas. Ce qui m'a beaucoup impressionné dans ce mouvement c'était effectivement le côté pacifiste et écoute, c'est-à-dire que tout le monde s'écoute. Bon alors des fois il y a des tours de parole, ça peut sembler un peu trop organisé. Mais du coup, chacun peut exprimer son idée sans qu'il y ait de méchanceté. Tout le monde est bienveillant et ça, c'est vachement intéressant. Et puis, je sais pas, regardez autour de vous, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des chômeurs, il y a des cadres. Tout le monde est là et c'est vrai que tous les gens qui sont un peu dégoûtés par la politique se retrouvent sur cette place. Mais pas pour émettre des idées négatives, comme on le fait souvent dans les urnes. Et justement, là, on essaie de construire quelque chose de positif pour notre pays, quoi.
Bien évidemment, vous n'oublierez pas la rediffusion du Grand News, ce sera ce soir à 22h55 sur News TV. Demain, nous retrouverons bien sûr Joseph Cabri donc dans le Grand News pour sa Presse People. Et moi, je vous retrouve donc à 20h15 dans le Grand News. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur cette antenne. Et je tiens bien sûr à remercier le rédacteur en chef qui m'a fait confiance pendant ces 4 années merveilleuses que j'ai passées avec vous et avec lui. Il prend ce soir sa retraite. Place à Nicolas Beauvau, un petit nouveau qui est à peine âgé de 30 ans. Bienvenue à lui et bonne chance pour le reste à notre ancien rédacteur en chef. J'embrasse au passage la production de cette émission. Je souhaite une très belle soirée. On se retrouve donc demain à 20h15. Merci.